Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Pour moi, la peur, elle fait vérifier son parachute avant de sauter, mais elle n'empêche pas de sauter. C'est-à-dire qu'elle... Je vais prendre cette phrase. Vous permettez que je la récupère. Très bien. Ça va être une punchline. Ouais. Allez-y. Donc voilà, ça ne nous empêche pas de sauter, mais ça nous permet d'être prudents, de regarder. De toute façon, notre pensée pessimiste, elle a lieu d'être aussi. C'est bien d'être optimiste, mais c'est bien aussi d'envisager d'autres scénarios. Et pour moi, ce qui rend heureux, c'est d'être flexible et de s'adapter. Oui, il y a la pensée créatrice qui permet de créer plein de choses, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et des fois, il faut s'adapter. Ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et c'est ça qui permet d'être heureux, même si ça se passe autrement. Bienvenue, merci d'être avec nous et soyez sages. Voilà, c'est ce que nous allons voir avec mon invité aujourd'hui, avec un titre tout à fait évocateur que vous allez immédiatement comprendre au travers de son nouvel ouvrage qui vient d'arriver. Je vais donner le titre dans un instant, c'est des éditions Médicis. On accueille Camille Griselin. Bonjour Camille. Bonjour Marc, vous merci. Allez bien ? Très bien. Bon, n'attendez pas d'avoir des regrets. Alors vous tutoyez, nous on a mis le titre au vouvoiement, mais le vrai titre c'est « N'attends pas d'avoir des regrets ». Aux éditions Médicis. Ce titre m'a parlé, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai souvent dit dans mes échanges avec ceux et celles que je reçois, je crois que ma plus grande hantise dans la vie, ce serait de me dire un jour, et si je l'avais fait ? C'est ça. Vous vous êtes déjà dit ça ? Oui, et c'est pour ça que je fais tout pour ne pas avoir de regrets. C'est le regret numéro 1 dans les maisons de retraite, de ne pas avoir osé faire les choses. C'est vrai. Donc c'est pour ça que ce livre va aider à éviter ces regrets-là. À prendre conscience ? C'est ça, à prendre conscience. Alors, ce qui est fait est fait, on ne peut pas changer le passé. Par contre, on peut changer le présent et le futur. Donc, il n'est jamais trop tard pour en prendre conscience. Oui, et c'est de se dire, il n'y a pas d'âge. C'est ça. Bon. Comment vous en êtes arrivé ? Alors, on va voir bien sûr votre parcours de vie. Vous êtes à la base hypnothérapeute, vous écrivez beaucoup, vous avez sorti des coffrets sur notamment l'auto-hypnose. On va parler de tout cela, mais comment vous en êtes arrivé à vous poser cette question-là ? Parce que vous avez rencontré dans vos accompagnements suffisamment de gens qui se sont dit « j'aurais dû ». Alors, avec l'hypnose, ça permet d'enlever des blocages inconscients, et les gens se rendent compte « mais si j'avais fait ça plus tôt, si j'avais fait de l'hypnose plus tôt, j'aurais pu oser plus tôt ». Donc, c'est vrai que c'est important à tout âge de se dire « tiens, est-ce que ce n'est pas des freins ?» Parce que notre inconscient, il n'est pas fait pour s'épanouir, il est fait pour la survie. Donc, est-ce que je n'ai pas des choses qui m'empêchent là, déjà maintenant, de vivre une vie qui me conviendrait mieux ? Donc, je l'ai observé chez tous mes clients. Ouais. Ouais, tous ceux qui viennent pour des séances d'hypnose, pour le coup. C'est ça, hypnose. Ouais. Et hypnose, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces gens ? Alors, des fois, ils viennent chercher un peu de magie, on ne va pas se mentir. C'est vrai. Ouais. C'est la voiture qu'on amène pour la vidange, et puis on va faire des courses pendant ce temps-là, on récupère, tout va bien. Mais il y a aussi une implication. Oui, il y a quelque chose d'inconscient, mais ça doit être aligné aux actions qu'on va mettre derrière en place. Donc voilà, ils viennent chercher un déblocage. La plupart du temps, c'est un déblocage. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé déjà sur le sujet et puis dégrossi et enlevé des couches. Mais ouais, c'est quelque chose de pertinent. Ça assemble des pièces de puzzle en fait. Alors, vous avez construit ce livre sur 4 parties. 5 parties, exact. Et vous avez aussi, vous prenez dans le détail ce qui vous semble être, c'est un condensé de tout ce qu'on vous a remonté.
C'est ça. Pour moi, j'en ai fait la conclusion qu'il y avait 5 clés du bonheur. Et j'ai articulé le livre auprès de ces 5 clés. Donc, il y a croire, créer, connecter, contribuer et croître. Et croître. Et quelle est, en tout cas, la partie à vous, à titre personnel, qui vous parle le plus? Ou qui a été peut-être la plus compliquée? Alors, pas la plus compliquée, mais celle qui m'a permis de traverser toutes les épreuves de ma vie, c'est la première, c'est croire. Croire que c'est possible, croire que j'y ai droit et croire que je peux y arriver. Alors, vous dites que c'est la partie qui vous a permis... De traverser les épreuves que j'ai pu avoir dans ma vie, oui. Donc, c'est quoi? C'est la foi? Oui, mais pas forcément l'univers. C'est avant tout en moi, de savoir que y a pas de raison, s'il y en a d'autres qui arrivent, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Vous avez toujours eu ce leitmotiv? J'ai eu, pour la petite histoire, 3 filles. Et au même moment, je me suis séparée de leur père et j'ai fait faillite de mon entreprise. Tout va bien. Donc, j'ai eu de quoi tester ma foi, justement. Ouais, dans vos épreuves. Et c'est là que je suis vraiment allée chercher au fond de moi. Voilà, je ne pouvais pas ne pas les nourrir. Il fallait que je trouve des solutions. Parce que quand on fait faillite, on n'a pas le chômage. Ouais. Donc, il a fallu que je trouve des solutions. Et je les ai trouvées et j'ai créé plein de choses et j'y suis arrivée. Donc, c'est un peu un message d'espoir que je veux transmettre aussi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ça aurait pu être d'ailleurs le second titre du livre. Oui. C'est « Si j'ai pu le faire, c'est ça. Vous pouvez le faire aussi ». C'est ça. Ouais. Donc, croire, croître, créer, contribuer, connecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est le combo idéal qui permettrait, si on met en application tout ce que vous préconisez. J'ai remarqué que la plupart des problèmes que mes clients peuvent avoir, ils ont une, voire toutes les clés qui leur manquent pour pouvoir être heureux. Et s'ils arrivaient à les combler toutes, il y aurait beaucoup plus de gens épanouis sur Terre. Donc des fois, ce n'est pas grand-chose. Contribuer, par exemple, quelqu'un à la retraite, il a l'impression de plus contribuer parce qu'il ne travaille plus. Mais sourire à la caissière, c'est contribuer. Donc ce n'est pas forcément des exploits, il n'y a pas besoin d'aller gravir l'Everest. Mais au quotidien, savoir combler toutes ces parties de nous, c'est hyper important. Parce qu'on a souvent le réflexe de se dire « Oui, enfin bon, c'est pas grand-chose, ça ne sert pas à grand-chose que je fasse ça parce que ça n'aura pas d'impact nécessairement. » On pense ça à tort. Mais chaque petit pas contribue et nous apporte du bien-être. Vous avez canalisé ce livre? Ce que j'explique, c'est que je l'ai écrit sans réfléchir. Mais voilà, après, chacun pense que c'est l'univers. Moi, je pense que c'est une partie de moi qui est une puissance créative, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à parler de l'univers? Non. À aller jusque-là? Jusqu'à quoi? Jusqu'au fait de dire que vous avez canalisé une partie de ce livre. Parce que je trouve qu'on redonne un peu trop de pouvoir à des choses extérieures à nous. Ouais. Et moi, j'aime bien que les gens reprennent leur pouvoir. Donc, attendre tout des anges, de l'univers, etc., je trouve que c'est un peu se déresponsabiliser. Donc, je ne nie pas qu'il y a une partie magique que je n'explique pas, mais j'aimerais bien que les gens se rendent compte que faut pas tout attendre de l'extérieur. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça va souvent à l'encontre de tout ce que l'on entend, et en particulier des gens qui viennent souvent ici. On est dans ce lâcher-prise, et donc faites confiance à l'univers, et plein de gens vont même jusqu'à dire « je m'en réfère à plus grand ». Vous, non. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, attention, mais je dis que c'est important aussi de compter sur soi. Et ce que je voyais moi avant comme des synchronicités, des signes, en fait, c'est que j'avais besoin d'une confirmation extérieure parce que je ne me faisais pas confiance à moi. Et plus j'ai eu confiance en moi, et moins j'ai eu besoin de ces confirmations extérieures. Alors là, il y a un paradoxe dans ce que vous dites. C'est-à-dire que vous avez commencé les émissions, et notamment sur la première partie qui est de croire, vous dites que toute votre vie, vous avez cru et vous aviez donc la foi. Comment peut-on croire et avoir la foi et en même temps dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire j'ai pas nécessairement eu confiance en moi? Alors, au début, j'avais foi en l'univers, justement. Mon parcours spirituel, il est passé par ça, par cette étape-là. J'avais besoin de signes, de synchronicité. Et plus j'ai pris confiance, et plus j'ai eu confiance en mes propres intuitions. Et donc, au fur et à mesure? En moi. En vous, évidemment. Vous avez, parallèlement à ça, fondé une école qui s'appelle l'école Sagesse, et qui s'écrit avec un J, avec un C. Bon, alors, racontez-nous un petit peu cet acronyme. Donc, c'est les initiales des prénoms de mes enfants avec mon conjoint et les miennes. Donc, on a de la chance, on n'avait pas de Wilfried ou Xavier, donc ça faisait un mot qui faisait bien. Pour le Scrabble, c'était pas mal. C'était ça. Ouais. Et j'ai été formée à l'hypnose ericksonienne. Et puis, petit à petit, ma méthode a évolué. J'ai cherché un nom à lui donner.
Et famille recomposée, et on a réussi à trouver, c'est dans l'ordre de l'âge des enfants en plus. Oh, C'est quand même assez magique. dans la chronologie. Ouais. Et ça, c'est un signe ou c'est alors J'ai pas dit que ça n'existait pas. Ah, d'accord. Vous le prenez quand même comme un signe, c'est Oui, beau. je prends tout, Ouais. mais j'additionne. Ouais, c'est ça. J'attends pas tout de là-bas. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il y a toujours effectivement la partie, comment dirais-je, effectivement, cette foi, mais si on ne rentre pas en action, on pourra toujours attendre longtemps. Il faut ça. évidemment faire les choses. Justement, quand on parle de rentrer en action, c'est la partie créée. Alors, c'est notamment la partie créée, oui. Juste de faire un petit pas, des fois, de se renseigner. Ne serait-ce que de se renseigner. Des fois, j'ai des gens qui ont un rêve de voyager. Ils ne sont jamais allés dans une agence de voyage pour savoir combien ça coûterait leur rêve. Donc, des fois, juste se renseigner, c'est le premier pas qui va permettre de créer quelque chose. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, bien sûr, de ces 5 parties, parce que c'est intéressant. Commençons par la première, croire. Et là, vous dites, j'en prends alors au hasard, parce qu'il y a évidemment plein d'angles qu'on peut aborder. Et il y a des notions qui, on peut évidemment les comprendre, on les entend et on les comprend. En revanche, pour les mettre en application, c'est pas toujours simple. Vous dites, il faut s'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut s'écouter? Alors justement, je démonte un peu cette phrase-là, il faut s'écouter. Parce que je dis justement, qui parle? Quand on dit il faut s'écouter, quelle est la partie de moi qui parle? Est-ce que c'est ma partie victime? Est-ce que c'est ma partie traumatisée? Donc je dis qu'il faut faire attention, il faut nuancer justement quand on dit il faut s'écouter. Des fois, non, il ne faut pas s'écouter, il faut y aller et puis on verra après. Donc voilà, j'essaye de mettre de la nuance vraiment dans tout. Il faut s'écouter. Vous dites aussi, par exemple, y croire et se préparer à le recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'explique dans le livre, une amie qui a écrit un livre, et je lui demande, est-ce que tu as ta robe? Elle me dit, quelle robe? La robe pour ta remise de prix, tu veux faire un best-seller. Donc, est-ce que tu as acheté ta robe? C'est symbolique, en fait. Ça veut dire que comme l'inconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité, si je m'imagine avec cette robe le jour de la remise, je vais mettre en place des choses. Et encore une fois, on est dans la double signification. Oui, il y a l'univers, mais il y a aussi moi. Qu'est-ce que je vais faire pour arriver à avoir ce best-seller? Donc l'action, c'était d'acheter la robe. Ça, plus communiquer, bien sûr, sur le livre, etc. Bien sûr. Tout à fait. Quelle action vous avez mis en place, vous, pour le livre? Alors, pour le livre, par exemple, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des super montages photos. Donc, je me suis mise notamment en train de faire une conférence TEDx. Je me suis mise ici aussi. C'est vrai? Ouais. Sur le plateau? Ouais. Non. Donc, j'ai fait plein de démarches symboliques, moi j'appelle ça comme ça, où je permets à mon inconscient de voir que c'est possible. Je pense que ça, c'est une notion qui est peut-être une des notions les plus difficiles en se disant, et on entend tout le temps cette phrase, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Et donc, lui donner cette information-là, on ne prend pas assez conscience de l'impact que ça peut avoir. C'est ça, dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre. Une fois, j'ai fait un escape game avec des acteurs, c'était un truc un peu morbide, et je m'étais écrit sur la main, ceci est un jeu. Parce que je voulais me rappeler que j'étais pas dans la réalité, quoi. Donc des fois, on fait pas la différence. Est-ce que vous croyez en ce pouvoir, donc systématiquement? Alors moi, j'appelle ça le pouvoir de la visualisation. Vous croyez en ça? Je pense parce que ça va avoir de l'impact sur notre façon de faire. Si par exemple ce soir, j'ai une soirée avec des entrepreneurs et je me suis dit, une soirée de plus, ça va rien m'apporter. Ou si je me dis, il y aura peut-être des contacts, ça va peut-être m'apporter des choses, mon attitude va être différente. Donc je vais oser parler de ce que je fais. En fait, je pense que c'est vraiment une question d'attitude. La visualisation me permet d'avoir l'attitude. Mais la différence, c'est le fait de faire les choses en conscience ou pas? C'est ça. Là, je sais que c'est possible. Parce que pour le coup, vous pouvez visualiser des choses. Tout le monde peut faire un vision board. Oui. Tout le monde va faire ses petits montages photos en se voyant et en s'imaginant, et merci à l'IA. Encore faut-il habiter cette conviction-là. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites, vous? Je mets en place les choses. C'est-à-dire que vu que dans ma tête, c'est possible, j'essaye. J'ai eu plein de noms, j'ai essayé plein de choses, j'ai eu plein de noms, mais j'ai eu des oui. Et donc, j'ai pas peur du non et j'ose demander, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Par exemple, j'ai été interviewée par Natacha Saint-Pierre. Et à la fin de l'émission, je lui ai dit, je vous laisse ma carte, comme vous faites bientôt Danser avec les stars. Et voilà, j'ai osé. Donc, pour moi, c'est ça. Vu que c'est possible, c'est plus facile d'oser. En se disant c'est impossible, on n'essaye même pas. Que répondez-vous aux personnes qui vont vous dire « Oui, mais parce que ça fait partie de vos grands traits de caractère, parce que vous avez eu l'éducation comme ça, ou parce que vous avez été confronté à des situations difficiles de survie, même pour vous, l'ensemble de votre famille ».
Alors moi, ma vision des choses, qui n'est que ma vision, je ne suis pas là pour annoncer une vérité, c'est que notre inconscient, c'est comme un ordinateur avec plein de fichiers, plein de programmes. On a notamment tous ceux de nos parents, parce qu'on s'est construit par imitation. Mais tout au long de notre vie, on télécharge des nouveaux fichiers. À chaque fois qu'on passe du temps avec des nouvelles personnes, qu'on vit des nouvelles choses, qu'on voyage, on se télécharge des nouveaux programmes. Et donc, peut-être que je n'ai pas eu les bons programmes petits, mais à tout moment de ma vie, c'est pas terminé, je peux rajouter des nouveaux programmes. Donc, je pense que peu importe le passé qu'on a eu, on n'a plus d'excuses aujourd'hui, si on le veut, on peut se télécharger des nouveaux programmes. Le plus d'excuses. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Hein. Ça, c'est violent même parfois, oui. Pour certains. Oui. Vous croyez en ça, c'est zéro excuse. Alors, bien sûr, forcément, il y en a pour qui ça sera plus facile que d'autres, il y en a qui partent de plus loin, mais je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter de se dire « je suis comme ça parce que j'ai vécu ça ». Ok, tu n'as pas eu les bonnes cartes, mais prends des nouvelles cartes dans le jeu et décide qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux être heureux. Juste un petit mot sur le tu. Pourquoi volontairement vous avez écrit le livre avec le tu? Alors, tous ceux d'avant, c'était du vouvoiement. C'est mon éditrice qui m'avait demandé. Et je trouvais que ça permettait vraiment de rentrer dans l'intimité des gens, de les tutoyer dans celui-ci. Et puis, je me confie beaucoup sur moi, sur mes propres ombres, etc. Donc, je trouvais que c'était plus intimiste. Autre catégorie, enfin sous-catégorie dans cette catégorie du croire, et je pense que c'est sans aucun doute ce qui freine, c'est les peurs. Comment maîtrisez-vous les vôtres? Alors moi, si tant est que vous en ayez. Hein. Je les maîtrise pas, okay. Je les accueille. Ouais. Et par exemple, pour venir ici, j'ai eu un petit peu de stress quand j'ai su que je venais. Et je disais toujours à mon stress, ok, tu as le droit d'être là, mais là, tout de suite, ça sert à rien, c'est dans 2 mois. Donc, tu reviendras plus tard. Et donc, à chaque fois que j'avais un petit peu de stress, je lui disais, tu reviendras plus tard. Okay. Finalement, j'en ai eu beaucoup moins en arrivant ici, parce que je n'ai pas lutté contre. Je l'ai accueilli. C'était juste pas le bon timing pour lui, mais je l'ai accueilli. Et je considère que mes peurs, elles sont dans mon camp, et qu'il ne faut pas qu'elles prennent le contrôle de ma vie, mais que si elles sont là, elles ont un rôle. Comme les doutes. Les doutes, ils nous permettent de nous remettre en question. Donc, je ne lutte pas contre, j'accueille. J'accueille le fait que certaines choses puissent me faire peur. C'est OK. Voilà ma vision. J'essaie de mettre je visualise ce que vous dites, évidemment, et j'essaie, au moment où vous dites ça, de vivre la situation. Et je me posais la question, qu'est-ce qui te fait peur? Et comment est-ce que la peur influence soit mes comportements, soit mes actions? Et c'est intéressant de vous entendre dire, moi je les accueille, mais en tout cas, elles n'influent pas sur mes différentes actions et sur ce que j'ai envie de faire. Pour moi, la peur, elle fait vérifier son parachute avant de sauter, mais elle n'empêche pas de sauter. C'est-à-dire qu'elle... Je vais prendre cette phrase. Vous permettez que je la récupère. Très bien. Ça va être une punchline. Ouais. Allez-y. Donc voilà, ça ne nous empêche pas de sauter, mais ça nous permet d'être prudents, de regarder. De toute façon, notre pensée pessimiste, elle a lieu d'être aussi. C'est bien d'être optimiste, mais c'est bien aussi d'envisager d'autres scénarios. Et pour moi, ce qui rend heureux, c'est d'être flexible et de s'adapter. Oui, il y a la pensée créatrice qui permet de créer plein de choses, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et des fois, il faut s'adapter. Ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et c'est ça qui permet d'être heureux, même si ça se passe autrement. Vous avez eu peur? J'ai eu peur, oui, notamment financièrement, quand il fallait nourrir les 3 bouches à la maison. Ouais. C'est clair, ouais. Ouais. Mais même dans cette situation-là, qui est une situation évidemment pour une maman difficile, elle n'a fait que vous traverser. Oui, c'est là aussi que je me suis plongée dans le développement personnel et que je suis allée chercher au fond de moi ce que je pouvais faire. Ouais. Est-ce que, oui, parce que vous étiez presque en mode survie, quoi, pour le coup. Et là, on va dire, puisque vous êtes en mode survie, vous n'avez pas le choix. C'est ça. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire ceux qui ne passent pas toujours à l'action, c'est parce qu'ils ne sont pas dans cette impasse qu'il faut absolument résoudre pour survivre. Il y a plein de biais cognitifs qui nous font rester dans une zone qui n'est pas trop inconfortable. Exactement. Tant que ce n'est pas trop inconfortable, on y reste. Et des fois, il faut vraiment arriver au burn-out ou des choses comme ça pour avoir le courage de partir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut partir avant. Mais pour ça, il faut rassurer ses peurs. Notre instinct de survie, il aura toujours le dernier mot. Donc, il faut le rassurer lui. Je dis souvent qu'on ne peut pas apprécier un gâteau s'il y a le feu juste à côté. Il faut d'abord éteindre le feu pour apprécier le gâteau. C'est pareil, il faut d'abord combler l'instinct de survie pour pouvoir s'épanouir. Autre point aussi, c'est... qu'on pourrait mettre d'ailleurs dans la catégorie croire, c'est le fait de se retrouver dans une situation qui
qui est problématique mais confortable. C'est-à-dire la victimisation. C'est beaucoup plus simple d'être victime de quelque chose que de se dire, voilà, ok, je vis ça, mais je vais m'en sortir. C'est plus simple. En plus, on a appris dès tout petit, quand on est bébé, notre mère s'occupe de nous quand on pleure. Donc on a appris à attirer l'attention des autres en allant mal. Et comme ça ne crée pas de jalousie. C'est-à-dire que quand je parle de mes vacances et que je raconte toutes les galères que j'ai eues, les gens m'écoutent, mais ils ne sont pas jaloux et ils ne me traitent pas de prétentieuse. Exact. Par contre, si je leur dis « j'ai passé des super vacances, tout s'est bien passé, etc. », bah, tout de suite, il ne se passe plus la même chose. Donc on a l'habitude de se plaindre. C'est très français d'ailleurs. Absolument. Et on a une belle réputation internationale comme ça, les râleurs. Bah oui, évidemment. La sagesse fait partie de cette dimension de croire. Alors pour moi, la sagesse, c'est déjà de penser qu'on n'a pas la vérité, que ce que je crois n'est qu'une croyance, et que peut-être dans 5 jours, je vais avoir une autre croyance qui va arriver, et que c'est modifiable et accumulable, on peut additionner les choses. Donc pour moi, la sagesse, c'est d'apporter beaucoup de nuances, et je ne suis pas sûre de ce que je crois. Voilà. Je trouve que vous avez une sagesse assez incroyable quand même dans votre façon de... Vous avez une philosophie de vie qui aujourd'hui, on a le sentiment, et je ne vous connais pas, mais j'ai le sentiment que vous vous êtes quand même forgé une carapace, une sorte de tenue de super-héros pour justement devenir la femme que vous êtes aujourd'hui, l'accompagnante, la thérapeute que vous êtes aussi. Alors, je ne sais pas si c'est super-héros, mais c'est vrai que je ne me suis pas trop lamentée sur mon sort. Clairement. Parce que pour moi, il y avait toujours des solutions. J'explique souvent que j'ai l'impression d'être comme dans un avion en train de voler là et que mes problèmes, ils sont là. Donc, je suis toujours au-dessus, quoi qu'il arrive. Je vais bien. Une fois qu'on croit, on crée. Voilà, on crée. On est fait pour créer. Déjà, l'être humain est fait pour donner la vie. Alors, on n'est pas obligé de donner vie à un bébé, mais on peut donner vie à un projet, etc. Et notamment, les couples, quand les enfants sont grands, il y en a plein qui se séparent parce qu'ils ne créent plus rien ensemble. Ils ont donné la vie, mais ils ne créent plus rien. Donc, c'est important de donner vie à quelque chose. Créer, c'est remettre en question aussi ? Oui, aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une réalité et en la remettant en question, je vais créer les choses différemment. Je dis souvent que moi, par exemple, quand j'écris, j'ai plein de bazar sur mon bureau. Un peu comme ici, il y a plein de choses à voir. Et tout. Je ne dis pas que c'est du bazar. Il n'y a pas de bazar non, ici. Je dis qu'il y a plein de choses. Tout est parfaitement ordonné, tout est parfaitement structuré. Les petits bonhommes sont sur des... Ah non, il n'y a pas de bazar. Mais je veux dire qu'il y a plein de choses à voir. Et là, ça y est, j'ai déjà plein d'idées de ce que je pourrais créer. Parce qu'en fait, la création, c'est prendre 2 choses qui n'ont rien à faire ensemble et les mélanger pour faire quelque chose d'inédit. Donc, quand tout est rangé dans sa case, on crée moins. Et donc, on a besoin de venir bousculer avec des nouvelles choses, nos idées, pour pouvoir mettre dans le checker, mélanger tout ça. Et puis, vous savez qu'il y a des sondages qui ont été mis en place, des études sur ceux qui sont bordéliques, on va dire, mais ce qui est bordélique chez l'un ne l'est pas nécessairement chez l'autre. Et on détermine que les gens qui sont assez bordéliques sur leur bureau, notamment, sont des grands créatifs. La plupart du temps. Mais j'ai besoin d'avoir tout ça. Vous voyez tout de suite qui est le comptable entre mon mari et moi. C'est pas moi. Alors, dans la partie créée, le pouvoir de l'imagination et de l'expérience, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça la visualisation ? Alors, la visualisation, effectivement, ça peut être dans sa tête, mais ça peut être de rencontrer, de côtoyer aussi des gens à qui on a envie de ressembler, parce que de voir leur mode de vie, de leur voir que c'est possible et d'installer leur programme. Quels ont été vos modèles ? Alors, j'explique dans le livre que mes parents n'étaient pas tellement pour les riches dans leur vision des choses. Être riche, c'était forcément devenir égoïste. Et j'ai eu besoin de côtoyer des riches. Alors, il y a des riches super, il y en a des moins bien, mais comme dans tous les domaines. Il y a des cons partout. Voilà. Et j'ai eu besoin de voir que, il y a aussi des riches qui sont altruistes. Et le fait de les côtoyer, ça m'a un peu enlevé le programme que mes parents m'avaient mis. Et donc, c'est ça, la visualisation, de vous dire « je veux être ces riches-là » ? Alors, pas forcément être cela, mais me dire que ça existe des gens bien dans la catégorie de personnes que j'ai envie de devenir. On ne peut pas devenir ce qu'on déteste. Qu'est-ce que vous avez envie de devenir, alors ? Moi, je suis très contente d'être ce que je suis déjà. Et j'ai juste simplement envie d'aider encore plus de gens à reprendre leur pouvoir et à sortir un peu de cette victimisation. Est-ce qu'on dit souvent, d'ailleurs, que c'est un mal franco-français, ça, la victimisation. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors oui, c'est sûr que dans d'autres pays, c'est pas le cas, notamment au niveau du travail. Je trouve que les Français attendent énormément de leur employeur pour combler tous leurs besoins.
Dans d'autres pays, on ne cherche pas de sens à son travail, on travaille parce qu'on n'a pas le choix et il faut payer le loyer et la nourriture. Donc, c'est un mal-être de gens qui vont bien, enfin, qui ont pas de problème, en fait. On appelle des problèmes de riches, quoi. C'est ça. Voilà, ouais. C'est un peu vague, mais c'est un peu et ça, donc, notre histoire. On peut aussi s'épanouir en dehors du travail. On n'est pas obligé de tout attendre du travail. Ouais, se ressourcer à l'extérieur. Vous parlez de la nature. Oui. C'est ce que vous préconisez aussi ? C'est là où vous allez, c'est là où vous ressourcez, c'est là où vous allez chercher... C'est super important pour moi. Et le fait de marcher. Marcher, ça donne des solutions incroyables. On a notre créativité, justement, qui... vous savez quoi ? Rien que pour ça, je vous remercie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le nombre de fois où j'ai entendu, et notamment les personnes qui viennent nous parler de méditation en mouvement, beaucoup nous disent, lorsqu'on va se balader dans les bois, une balade dans les bois, promener son chien, c'est une sorte de méditation, et donc une méditation en mouvement. Et par définition, si vous méditez, vous êtes dans cette espèce de... Voilà, dans ce cocon qui fait comme... Moi, quand je marche, je cogite, mais d'une force. Et j'en étais même arrivé à culpabiliser en me disant, mais bon sang, tu n'es pas dans ton monde, dans ton petit périmètre. Non, non, non. Je fuse de tous les côtés et j'ai même, l'envie et le désir absolu de rentrer rapidement pour pouvoir mettre en application ce que j'ai cogité. Donc vous aussi, visiblement. C'est ça. Merci. En voiture aussi, pour venir jusqu'ici. Mon Dieu. Je me suis arrêtée à chaque péage pour noter les idées que j'avais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai la même. Mais je pense donc on est normal. Voilà. On est normaux. On est différents d'eux. Oui, c'est ça. Mais moi, ma vision de la vie, c'est qu'on est un peu comme un bloc d'argile. Il y en a qui vont essayer de le garder sous cellophane sans qu'il bouge. Et puis, il y a nous qui le laissons modeler par la vie, en fait. Moi, c'est OK de pas être la moi que je serais s'il n'y avait pas les gens autour de moi. J'ai envie d'être sculptée par la vie. Donc, parce que je vois quand je marche, je ne suis pas juste dans mon monde intérieur. Je trouve que le monde extérieur est super important. Dans cette partie créée, il y a ce que vous appelez le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, est-ce que s'identifier à l'autre, c'est un moteur ou ça peut être contre-productif parce qu'on rentre dans un carcan d'idéalisation, voire parfois de jalousie? Je pense qu'il faut encore mettre de la nuance. On peut s'inspirer de l'autre, mais il ne faut pas vouloir être l'autre. C'est ce que j'explique à mes élèves. Je ne forme pas des clones de Camille. Je vous transmets une méthode, mais après, c'est à vous de vous l'approprier. Et donc, je pense que c'est parfois ce qui pêche dans les gens qui font du développement personnel, c'est qu'ils essayent d'appliquer à la lettre exactement ce que l'autre leur a dit. Mais non, il faut le tester, il faut le vivre. Dans le développement personnel, il y a personnel. Donc, c'est à chacun de trouver sa manière de faire. Je suis d'ailleurs, avec la lucidité que vous avez, l'expertise et le recul et l'accompagnement que vous préconisez, je suis étonné que vous utilisiez encore ce mot de développement personnel, qui est très controversé. Ah bah oui, c'est pour ça. C'est pas... Moi, j'appelle ça plutôt même du recroquevillement personnel, personnellement. Excellent. Parce que je trouve que ça pousse les gens à être vraiment sur eux-mêmes, à s'isoler. On prône l'autonomie, l'indépendance, la charge mentale qui est une belle excuse pour plus se forcer. Et je trouve que les gens s'isolent beaucoup. Alors que, selon moi, c'est plutôt en côtoyant les autres qu'on va s'épanouir. Deuxième punchline, je peux l'utiliser celle-là ? Oui. Le recroquevillement personnel. Oui. Bon, magnifique. Dans ce livre, je rappelle, aux éditions Médicis, n'attends pas d'avoir des regrets, le guide pour oser avancer et ne pas passer à côté de sa vie. J'ai grandi avec une tante qui a toujours rêvé de faire des opérettes, de chanter à l'opéra, faire des opérettes. Toute sa vie, je l'ai entendu dire « Qu'est-ce que j'aurais aimé chanter à l'opéra, qu'est-ce que j'aurais aimé, etc. etc. » Donc elle nous a saoulés dans les maisons de vacances en poussant la chansonnette. Mais c'est l'exemple même de ce que je considère comme une vie à moitié réussie. Que de se retrouver à 65, 70 ou 75 ans en disant « Si j'avais fait ». Il y a aussi cette question de fantasme. Parce que peut-être qu'elle n'aurait pas été douée en chanteuse d'opéra. Elle chante pas mal, Je l'embrasse d'ailleurs. Mais c'est un peu comme certaines mamans qui ont le regret maternel, qui regrettent d'être mère parce qu'elles fantasment un peu la vie qu'elles auraient pu avoir si elles n'avaient pas eu d'enfant. Elles s'imaginent qu'elles seraient sorties, qu'elles auraient fait ceci, cela. Et donc, des fois, ce qu'on regrette, c'est la vie fantasmée. Mais ce n'est pas forcément la réalité. D'ailleurs, quand quelqu'un se sépare, souvent, il retourne voir son premier amour. Pourquoi ? Parce que son premier amour, on a un peu fantasmé cette vie amoureuse
il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de factures à payer, etc. Et donc, des fois, les regrets sont juste par rapport à une vie fantasmée, mais pas une vie qui aurait pu être réelle. Je pensais que vous auriez pris l'autre exemple qui consiste à dire, je regrette la période où je n'avais pas d'enfant. Non, je regrette, non, c'est pas ça. Je regrette la période où j'aurais aimé avoir des enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui n'en ont pas eu. Voilà, pas et le qui rembobiner. regrettent. Ouais. Mais on peut aller chercher quel est le besoin qui était là derrière. C'est-à-dire, j'avais besoin de m'occuper de quelqu'un, j'avais besoin de contribuer à son éducation. Peut-être que je peux combler ce besoin autrement. Il est trop tard pour être maman, mais je peux quand même peut-être accompagner des jeunes. Il y a d'autres solutions pour combler les besoins. Tout ce dont on parle là, sous hypnose, on peut le travailler ? On peut le travailler, oui. On peut. Alors, pour moi, l'hypnose que j'utilise, il y a 2 pistes principales. Il y a le côté émotionnel, avec les émotions qui n'ont pas été accueillies au bon moment. Et puis, il y a tous les bugs, tous les biais cognitifs, toutes les croyances de l'inconscient, et on va lui permettre de voir les choses sous un autre angle. De lui dire « et si c'était possible ?» Donc, vous ne réécrivez pas l'histoire ? Ah non, on ne change pas ce qui s'est passé, mais on arrête d'être victime de ce qui s'est passé. Ouais. Et donc, on peut changer ça quand même. Oui. Ouais, modifier ça. La 3e partie de votre ouvrage, c'est contribuer. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est important de se rendre compte. J'ai beaucoup de femmes qui me disent qu'elles n'ont pas de temps pour elles et qu'elles s'occupent tout le temps des enfants, qu'elles n'ont pas de temps pour elles. Et je leur dis, si te restait 1 heure à vivre, tu la passerais à faire quoi ? Tu irais au spa te faire masser ? Ah bah non, je serais avec mes enfants. Ah, donc avec tes enfants, c'est du temps pour toi. Ah bah oui. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que quand on est avec l'autre, c'est aussi pour nous qu'on y est. Quand on aide quelqu'un, c'est aussi à nous que ça fait du bien. Et je trouve que ça serait important que les gens s'en souviennent, que être tout seul dans son coin, ce n'est pas forcément la solution, et que aider, ça fait du bien. Comment vous avez développé votre côté altruiste ? Je crois que je l'ai toujours eu. Je suis toujours celle à l'aéroport et de ça, la personne elle a oublié son sac, il faut que je lui donne. Je suis toujours en train d'observer tout le monde pour lui rendre service. Donc c'est en moi. Et ce que vous faites là au travers de vos ouvrages et des coffrets, entre autres, c'est une manière d'aider. À un moment, j'ai voulu me lancer dans la politique et je me suis dit, pour changer le monde, on est utopiste, on l'est pas. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai plus de pouvoir avec mes livres et mes réseaux sociaux de semer des petites graines pour que chacun reprenne son pouvoir que si j'avais fait de la politique. Ne rien faire, c'est ce que vous expliquez. Et vous dites que, alors là, prenez de quoi noter, vous avez 2 heures, ça pourrait être un sujet de philo, ça. L'inaction consciente est une forme d'action. C'est ça. Explication. Alors, par exemple, on a un enfant ado qui a un problème. On décide de ne pas l'aider volontairement. Et peut-être qu'en ne l'aidant pas, il va trouver ses solutions lui-même. Donc, cette inaction aura servi plus que si j'avais agi pour l'aider. Mais là, vous prenez un exemple pour intervenir chez quelqu'un. Oui, mais même chez à nous. titre personnel. Même chez nous. Des fois, ne pas m'énerver. Donc, rester calme, c'est une inaction. Je ne vais pas aller au conflit. Peut-être que ça va me faire plus de bien que si je m'étais énervée. Vous en avez une autre ? Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Dans l'inaction, qui peut avoir un effet actif. Alors, c'est vrai que souvent, l'inaction, on la voit dans l'autre sens, mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Si je passe pas un coup de fil à une certaine personne, non, ça sera encore quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour moi ? Ne pas faire pour moi. Eh bien, me reposer aussi. Des fois, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de travail, et en fait, je décide volontairement de ne rien faire, parce que c'est là que je vais me ressourcer, c'est là que je vais avoir des idées. Par exemple, quand je prends le train, je m'oblige à rien faire. Je regarde juste le paysage. Parce que sinon, on est sur notre téléphone et tout ça. Et pourtant, vous faites puisque vous cogitez. Oui, mais l'ennui, c'est comme quand on était enfant. L'ennui, ça nous donne plein d'idées. Et ça aussi, il y a beaucoup de parents qui ont la hantise d'entendre leurs enfants dire « je m'ennuie », alors que c'est une très bonne chose pour le coup. C'est ça. Beaucoup de parents pensent qu'ils sont des centres aérés et qu'ils doivent occuper leurs enfants de 8h à 17h, mais non, il faut les laisser s'ennuyer et trouver par eux-mêmes. Le pilotage automatique, donc stop au pilotage automatique. Il peut nous être utile parfois, mais il nous fait perdre beaucoup de moments précieux. On est lancé et c'est le paradoxe du temps en fait. C'est ça. On ne se rend pas compte que nos journées défilent, puis à la fin de notre vie, ce qui nous aura marqué, c'est toutes les fois où on aura fait autrement. Pas celle où on aura fait comme d'habitude. Alors, on attaque la 4e partie que vous avez intitulée « Connecter ».
C'est ça. Se connecter à l'intuition, se connecter évidemment à d'autres émotions. Cette partie-là, comment est-ce que vous l'avez construite ? Eh bien, j'ai observé qu'on est beaucoup sur nos téléphones connectés au réseau, mais déconnectés et de soi et des autres, de la nature, de tout ça. Et par rapport à l'intuition aussi, je vois beaucoup de gens qui remettent leur pouvoir chez quelqu'un d'autre. Avant, c'était un peu la religion qui avait ce rôle-là. Maintenant, c'est des voyantes, on donne son pouvoir, qu'est-ce que moi je dois faire ? Et donc, on se déconnecte de sa puissance. Sauf que les gens qui suivent, et notamment qui sont au sein de votre école, qui suivent vos livres, qui lisent, qui vont acheter l'oracle, s'en remettent aussi à vous. Donc, vous remettent ce pouvoir-là. Mais justement, il y a un geste que je fais systématiquement à la fin d'une séance. Je leur fais ça. Et je leur dis, je te rends les clés de ta vie maintenant. Moi, je me vois un peu comme un chef de chantier. J'arrive sur un chantier de maison qui est en rénovation, mais les ouvriers, ils sont tous, ils savent plus quoi faire. Je redonne un petit coup de boost, mais après, je redonne les clés du chantier à la personne. Donc, je les ai aidés momentanément. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne reprennent jamais de séance à l'avance. Il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de choses comme ça. Je leur redonne les clés. Si un jour, ils veulent revenir me voir, ça leur appartient. Mais voilà, je confisque jamais un paquet de cigarettes, par exemple. S'ils veulent le jeter, ce n'est pas à moi qu'ils doivent le donner. Je ne suis pas leur directrice d'école. L'intuition. Oui. L'intuition fait partie de cette quatrième angle que vous abordez, et notamment les pièges de l'intuition. Oui. Donc l'intuition, on peut y mettre plein de choses. Moi, quand je fais une séance à un client, je me connecte à lui. Mais pour moi, c'est mon inconscient qui est connecté à son inconscient et qui voit plein de micro-expressions, plein de choses qui sont vraiment de l'ordre de l'inconscient. Donc là, pour moi, ça, c'est de l'intuition. Je me connecte à lui. Mon inconscient voit des choses que je ne vois pas. Maintenant, effectivement, il faut se méfier, notamment avec les proches. Plus on connaît les gens, plus on se trompe. Parce qu'on croit les connaître. Et on croit deviner ce qu'ils ressentent, etc. Et donc, c'est là que ça pose problème, parce que je crois que telle personne est fâchée contre moi, alors que pas du tout. C'est juste que ce jour-là, elle avait eu une mauvaise nouvelle, et ça peut envenimer des situations. Croire et avoir l'intuition, c'est la même chose ? Ça peut le devenir. On peut être tellement persuadé de ses intuitions qu'on peut en faire une croyance. Et c'est dangereux. C'est ça. Et c'est problématique. C'est pour ça que moi, je dis que je ne suis pas sûre de mes croyances. Je sais que j'ai un biais cognitif qui m'empêche de voir la réalité, donc j'en ai conscience. Sur les relations, vous parlez des relations et vous dites, ça c'est toujours intéressant, quand on parle des proches, des amis, des connaissances, alors beaucoup se gargarisent du truc en disant moi j'ai plein d'amis, j'ai des belles relations, j'ai un gros réseau, j'ai ceci, cela, mais vous dites quand même attention à ce petit côté, j'ai des relations, j'ai des amis, qu'on appellerait les amis bien intentionnés. Prudence. Alors, par exemple, quand on est en couple, qu'on se confie à notre meilleure amie parce que ça ne va pas bien avec notre chérie, elle va toujours être dans notre camp, bien sûr, mais dans son camp à elle avant tout. C'est-à-dire que si elle a plus d'intérêt à ce qu'on soit célibataire qu'en couple, ça va être biaisé ce qu'elle va nous dire. Elle va chercher à ce qu'effectivement on quitte l'autre. Donc, même si c'est des gens bien intentionnés, attention, c'est toujours bien intentionné pour eux. Donc c'est un peu de l'égoïsme ? C'est de l'humain. C'est de l'humain. C'est de l'humain. On peut pas. C'est comme quand je raconte des histoires en hypnose. On ne peut pas s'empêcher de parler de soi dans les histoires qu'on raconte. Il y a une part de vous. Forcément. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas les mêmes résultats en allant chez telle ou telle personne, parce que il y aura de moi dans ce que moi je raconte. Mais dans ce que vous racontez, mais il y a aussi une part de vous dans ce que votre patient ou client vous raconte. Tout à fait. S'il vient à moi, c'est qu'il s'est reconnu, il y a quelque chose. Ouais. Les écrans, alors bon, quand vous parliez justement tout à l'heure d'être connecté, évidemment, cette charge mentale que vous évoquez, incontestablement, ça, on ne va pas le préconiser, c'est sûr. Bien qu'on l'utilise tous les deux. Oui. Hein. C'est encore une question de nuance. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que oui, il y a du bon dans les écrans, mais il faut aussi être dans la vraie vie. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est quand ils ont le choix entre quelque chose dans la vraie vie et un écran, il ne faut pas hésiter, il faut aller dans la vraie vie. Si des amis vous invitent à manger à la dernière minute, vous étiez sur votre canapé en train de regarder une série, habillez-vous et allez dans la vraie vie. Donc voilà, plus vous irez dans la vraie vie et plus ce paradoxe du temps fera que vous aurez eu l'impression d'avoir une vie riche. Moi, ma vision des choses, c'est quand on est devant un écran, c'est qu'on vit par procuration la vie de quelqu'un d'autre.
ce soit un héros, que ce soit un influenceur, c'est pas nous qui vivons, c'est pas nous qui ressentons. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui, devant la télé, supportent pas de pas bouger. Ils se grattent, ils se mangent les ongles, ils mangent, ils sont sur leur téléphone. Parce qu'en fait, on est immobile face à un héros qui est en train de bouger. Et donc, on a l'impression d'être mort. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui bougent devant la télé. Alors ça... Et ça, c'est l'hypnose qui vous a appris ça? Oui, c'est tout ce que j'ai pu observer avec mes clients, toutes les questions sous hypnose qu'on peut poser, etc. Oui, l'observation. Je pensais que c'était les émotions que l'on recevait au travers de ce qu'on regardait qui allaient susciter les réactions physiques chez nous. Ça peut, mais c'est surtout l'immobilité, la sensation d'être mort. Les personnes qui ont les jambes sans repos, qui ont besoin de bouger leurs jambes, etc. Ouais. C'est que sans bouger, on a l'impression d'être mort. Donc, on peut de temps en temps regarder, mais notre corps, il a besoin de vivre les choses dans la vraie vie, avec ses vraies sensations. Il a besoin d'odeur, il a besoin de toucher, il a besoin de vivre. Bon, pensez au repas de famille que vous allez avoir prochainement, où vous verrez quelqu'un gigoter avec la jambe comme ça, qui bouge, en lui disant, tu sais, je sais que tu as l'impression d'être mort. Je pense que ça va susciter quelques... Comment? Mais oui, j'ai vu une émission avec une hypnothérapeute, elle m'a dit ça l'autre jour, donc si tu as l'impression de... Bouge, lève-toi, tu as le droit de te lever de table et d'aller faire un petit tour pour être en action. C'est ça. Véritablement. Justement, puisqu'on parle des repas de famille, il y a le regard des autres. Vous parlez du regard des autres pour chercher une certaine validation. Est-ce que quand vous avez effectivement eu ces étapes de vie difficiles et que vous vous êtes orienté dans ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez cherché une validation dans le regard des autres? Non, j'ai pas trop raconté ce que je faisais déjà. J'ai un peu gardé tout ça pour moi. Et je pense qu'il n'y a pas que du négatif dans le regard des autres. Il y a aussi parfois une sorte d'engagement qu'on prend par rapport à l'autre. Et des fois, c'est lui qui nous aide à tenir, à aller au bout des choses. Donc, il n'y a pas que du négatif. Et moi, j'aime bien avoir l'avis des autres. Alors, pas les commentaires haineux. Oui, il y a toujours. Mais l'avis des autres, pourquoi? Parce que c'est des visions différentes de la mienne qui viennent s'additionner. Elles ne viennent pas soustraire, elles viennent s'additionner. Et des fois, il y a des choses que je n'avais pas vues comme ça. Donc moi, je suis plutôt pour ouvrir mon éventail. Et quand quelqu'un me demande mon avis, j'aime bien qu'il l'écoute. Pas qu'il le suive, mais qu'il l'écoute. Donc moi, la moindre des choses, c'est que j'écoute l'avis des autres. Et vous prenez ou prenez pas en fonction de ce qui résonne pour vous. C'est ça. On n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes visions, mais j'écoute quand même. Alors, quand on parle ensemble là, comme ça, Camille, je trouve qu'il y a un mélange de quelque chose qui a presque parfois une espèce de dualité chez vous. Dans le sens où ce que je ressens au travers de notre échange, c'est que vous êtes à la fois déterminé, sûr de vous. Vous avez des punchlines à chaque question que je pose. Vous avez ce qui donne quelque chose d'une femme assurée. Et en même temps, peut-être avec une certaine fragilité. Et je trouve qu'il y a cette dualité-là. Alors moi, je ne vois pas ça comme une dualité, mais comme une complémentarité. Je pense que je suis ferme-la. Non, pas du tout. Donc ferme-la avec ta question psycho à 2 balles. Ouais, ça veut dire ça. Vous voyez, c'est ça qu'on aime bien chez Camille, c'est que non, tu as tort. Non, je dis que je suis tout. Effectivement, je suis à la fois sûre de moi dans certains domaines, mais je remets en question aussi. Je suis quelqu'un de simple et j'aime aussi le luxe. J'ai tout. Et c'est ça que je explique dans le livre, c'est qu'on est tout. Et qu'en fait, on arrête d'avoir peur du regard des autres quand on accepte d'être tout. Par exemple, il y a quelques années, j'avais hyper peur qu'on dise de moi que j'étais prétentieuse. Parce que pour moi, être prétentieuse, c'était être bête. Non, mais en tout cas, je comprends que certaines personnes puissent dire ça parce que vous avez cette assurance-là dans vos propos, dans votre manière de faire et de dire. Voilà. Donc, ça peut être perçu comme ça. Donc moi, je pense que je suis tout. Et justement, dans les films, etc., les héros qu'on suit les plus, c'est ceux qui assument leur paradoxe. Donc, j'assume tout ce que je suis, et de différent et d'opposé. T'as compris? Bon. Vous dites aussi, quand on parle de connecter, donc de connexion, et là aussi c'est intéressant, et c'est souvent d'ailleurs dans le développement personnel très controversé, c'est le fameux angle de l'enfant intérieur. Il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu plein de thérapeutes, d'accompagnants qui disent c'est bullshit ça, l'enfant intérieur, ça n'existe pas l'enfant intérieur. C'est encore mais vous allez voir qu'elle va me répondre encore un truc extrêmement affirmé. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette connexion à l'enfant intérieur? Pareil, je nuance. Effectivement, on a été influencé parce qu'on a créé plein de programmes à ce moment-là. Mais il y a un moment, une fois qu'on a travaillé dessus, il faut arrêter de retourner éternellement dans son enfance. À 50 ans, il faut arrêter de dire que si je suis malheureuse aujourd'hui, c'est la faute de ma mère.
Sauf que dans l'hypnose, et notamment dans les accompagnements des hypnothérapeutes, on va chercher l'enfant intérieur que nous étions. Alors moi, je vais le chercher à la première séance. Je lui libère tout ce qu'il y a besoin. Puis après, les séances d'après, s'il y a besoin d'autres séances, on ne parle plus de l'enfant. C'est l'adulte qu'on va booster. Ouais. Donc quand on dit régulièrement, et moi le premier, restons des grands enfants, non. Pour moi, on est une addition. C'est-à-dire que la Camille de quand j'avais 5 ans, la Camille de quand j'avais 10 ans, etc., on est tout ensemble. Pourquoi est-ce qu'on devrait renoncer à ce qu'on a été? Pour moi, c'est une addition. Voilà. On va prendre un autre angle aussi que vous abordez notamment, et c'est aller croître, par exemple. Croître, ce besoin de se déployer. Pourquoi est-ce que vous avez utilisé cet angle-là et cette approche-là? Alors, j'aime bien déployer plutôt que dépasser, parce que pour moi, c'est pas se dépasser, c'est bien se déployer. Parce que je pense pas qu'on soit venu sur Terre pour vivre un jour sans fin et vivre éternellement le même jour dans le même camping tous les ans, à voir les mêmes gens et à vivre les mêmes choses. Je pense que la vie, c'est un buffet à volonté et qu'on est là pour goûter à un maximum de saveurs, pour pouvoir déployer plein de choses. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, on vient chercher en nous des nouvelles facettes de nous qu'on ne connaissait pas. Donc pour moi, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a là, il faut savoir l'apprécier par contre. Donc j'adore ma vie d'aujourd'hui et je sais que j'adorerai ma vie de demain parce que j'aurais vécu d'autres expériences. Et l'idée, c'est d'avoir des projets. Alors par exemple, quand je pars en vacances, j'ai toujours prévu mes vacances d'après pour que ce soit jamais mes dernières vacances. J'ai d'autres projets. Ah ouais. Il y a plein de gens... Les vacances de l'année prochaine. Enfin, les vacances des prochaines. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, il y a plein de gens qui... Par exemple, j'avais une élève qui me dit « Mon rêve ultime, c'est d'aller au Japon. » Mais je ne comprends pas, ça a toujours des empêchements. Oui, mais c'est son rêve ultime. C'est-à-dire que c'est le dernier. Ça veut dire dans ton inconscient, il n'y a pas d'autre projet avant la mort. Et donc, pour pouvoir ruser, on va se rajouter des projets. C'est un peu comme les gens qui font la liste des 100 choses à faire avant de mourir. À chaque fois qu'ils rayent une chose, ils se rapprochent de la mort. Donc après, ils arrêtent de faire les choses. Alors que si à chaque fois qu'on en rayait une, on en rajoutait une, on aurait moins peur et on ferait plus de choses. Alors ça va totalement à l'encontre de ce qui est préconisé dans le développement personnel. C'est vrai. Faites une liste des 10 machins qui truquent. Faites une liste des 50 trucs qui truquent. Alors on peut faire la liste, mais une fois qu'on les a rayés, il faut en mettre d'autres à la place. Enfin, faux. C'est ma vision. Oui, c'est votre vision. Non, mais en tout cas, ça se tient parce que effectivement, ça veut dire quoi? Une fois qu'on arrive à la fin, c'est la fin. C'est ça. C'est pour ça que quand je vais dans les maisons de retraite, ça m'arrive de former du personnel. Eh bien, je leur dis, faites un calendrier pour que les gens voient que la semaine prochaine, il y a l'anniversaire de Paul, etc. Parce que sinon, leur seul objectif, c'est la mort. Il faut qu'ils aient des choses à vivre, il faut qu'ils aient des projets eux aussi. Très intéressant. L'instinct de survie et la curiosité. Alors pour moi, l'instinct de survie, c'est ce qui va nous faire rester sur notre petit canapé en sécurité. Et la curiosité, c'est l'antidote qui va nous permettre de sortir de cette sécurité. Donc, pas sous n'importe quelle condition, mais plus on va être curieux, plus on va réussir à oser sortir. Donc pour moi, c'est quelque chose à développer, la curiosité. Vous êtes curieuse de quoi? De tout. On peut me parler de crochet, de golf, de n'importe quoi. S'il y a un passionné face à moi, j'adore. Ah, c'est pas ce qu'il présente comme passionnant qui vous intéresse nécessairement. C'est la manière dont il le fait. C'est voilà, ouais. En tout cas, c'est assez extraordinaire parce que il y a des choses quand même très intéressantes dans ce que vous préconisez. Et puis, c'est ce parcours de vie, c'est-à-dire la femme que vous êtes aujourd'hui, vous vous êtes fait seule, quoi. Alors, je me suis fait tatouer, je me suis fait seule sur la jambe et je regrette, alors pas de me faire tatouer, mais le message. Parce qu'en fait, non, je me suis pas fait seule. En fait, tous mes clients m'ont aidée, mes enfants, tous les gens que j'ai croisés, en fait, la société, même si ça n'a pas été dans le bon sens, tout m'a aidée à devenir qui je suis aujourd'hui. Et en fait, je rends à César ce qui appartient à César, je ne me suis pas fait seule, tout le monde a contribué. Et c'est ça, cette idée d'être de l'argile qui se laisse modeler par les autres. Moi, je n'ai pas envie de rester sous plastique et j'adore être modelée par la vie. Bon, dommage pour le tatouage, alors. C'est pas grave. Justement, quand je le vois, je sais, non, c'est aussi grâce aux autres. Grâce aux autres. Alors justement, pour renvoyer la balle à l'univers, si je puis dire, vous contribuez au travers des ouvrages et tout ce que vous produisez. Il y a donc ce livre, vous savez, on en a parlé
longuement. N'attends pas d'avoir des regrets, ça c'est vrai. Le petit guide de l'hypnose. Pour les enfants, celui-ci. Pour les enfants. Ça aussi, j'ai fait des émissions où on parle d'hypnose pour les enfants. On a pris des foudres de guerre, où effectivement des tas de gens nous disaient mon Dieu, l'hypnose pour les enfants, c'est pas du tout préconisé. Alors, c'est des contes. En fait, tous les contes sont de l'hypnose. Hein. Exactement, il y a une Sauf dimension que là, hypnotique. au lieu de faire assassiner la maman de Bambi, eh bien, il y a des messages qui vont leur permettre de prendre confiance en eux, de croire en eux, de comprendre que ce qu'on pense, eh ben, ça peut avoir des répercussions. Donc, c'est juste leur éviter des trajectoires qui pourraient amener au harcèlement, etc. Donc, moi, je ne vois pas le danger là-dedans et j'ai mis tout mon cœur pour que ça aide un maximum d'enfants. Et des séances. Voilà, alors, c'est des séances qu'on peut écouter en audio, qu'on peut lire, il y a des petits exercices, il y a des réflexions. Il y a plein de questions pour que l'enfant se pose des questions. C'est un peu comme de la philosophie pour les enfants. Mais quand je dis séance, est-ce que vous faites des séances oui, avec oui, des enfants? Tout à fait. Mais pas comme un adulte. Ils ne sont pas allongés les yeux fermés, on a des marionnettes. Ça ressemble à une conteuse, en fait. Simplement, c'est des histoires choisies qui vont aller libérer des choses qu'ils ont en eux. Dans la série, une journée fait 24 heures, mais sans doute 28 chez Camille, puisque vous prenez le temps d'écrire, voyager dans le temps avec l'hypnose. Voilà, donc ça, c'est parce qu'on trouve beaucoup, notamment au niveau des phobies, beaucoup de raisons au niveau de l'enfance, de la période intra-utérine, notamment de la naissance. Donc, c'est une manière d'aller dénouer des choses dont on n'a pas forcément conscience. Et encore une fois pour toutes. Après, on passe au présent. Et on va aller chercher dans les vies antérieures, dans les vies ancestrales. On peut aller dans le transgénérationnel, on peut aller partout où il y a besoin d'aller. Il n'y a pas besoin d'y croire. Moi, j'affirme pas que ça existe ou que ça n'existe pas. Mais je sais que ça marche parce que j'ai plein de clients qui ont été libérés de plein de choses en allant... Mais vous l'avez testé? Oui. Vous êtes allé dans vos vies intérieures? Oui. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est des films que j'ai vus? Est-ce que c'est la mémoire de mes ancêtres? Sous hypnose, est-ce qu'on peut se poser ces questions-là? Oui, mais on n'aura pas la vérité puisque l'inconscient ne fait pas la différence entre une mémoire qui est à moi et une mémoire qui est à mon ancêtre. Alors, du coup, vous remettez en question l'hypnose? Non, parce qu'on ne cherche pas à savoir la vérité, on cherche à libérer quelque chose. Oui, mais si cette libération est faussée par quelque chose que mon mental imagine... Du moment que je suis libérée, c'est tout ce qui compte. Et on va pas, enfin moi dans ma façon, on va pas voir ce qui s'est passé exactement. On va juste libérer une émotion et faire la paix. On n'a pas besoin de savoir. Oui, mais si cette émotion est fausse, vous dites, puisque c'est mon mental qui l'imagine. Alors elle n'est pas fausse, elle est vraie, mais elle n'est peut-être pas à moi. Elle est peut-être un film que j'ai vu, elle est peut-être un ancêtre. D'accord. Voilà. Je ne peux pas faire la différence si c'était mon arrière-grand-mère ou moi. Et vous étiez qui? J'étais qui? Même si c'est faux. Même si c'est faux, bah, j'étais plein de choses. Vous êtes allé rechercher pour le coup. Oui, parce que quand j'ai fait ma formation, mes profs me disaient qu'ils n'y croyaient pas du tout. Et donc j'ai voulu vivre moi-même, comprendre moi-même. Bah, j'ai été plein de choses. J'ai vécu peut-être dans une maison angevine, bourgeoise. Voilà, j'ai vécu des choses, quoi. Bon. Ce petit coffret, puisqu'on parle d'auto-hypnose dans ce coffret. Donc ça, c'est pour se faire des séances d'hypnose à soi-même, des tirages, un peu comme un tirage d'oracle, sauf qu'il y a plusieurs chemins. C'est-à-dire que je ne voulais pas que les gens se programment à un seul avenir possible, en se disant il peut se passer que ça. Non, la vie, elle est pleine de choix, de possibilités. Et donc, se faire un tirage pour se faire une séance d'hypnose, mais en sachant que l'éventail est large. Et on termine avec, justement, puisqu'on parlait d'auto-hypnose, au travers du coffret. Le premier. C'est celui-là. Voilà, où il y a des séances d'hypnose à lire ou à écouter. Tout à fait. Et là aussi, dans votre dernier livre, il y a des QR codes, il y a des possibilités de faire plein de choses au travers de votre accompagnement et de votre pratique. Bon, bah écoutez, moi je suis agréablement, parce qu'on ne se connaissait pas, et je trouve très, très... vous avez une approche qui est incroyable, et vous avez un petit côté warrior quand même. Hein. Merci. C'est vrai? Oui. Vous lâchez rien. Je lâche rien, et puis j'aime bien être un peu en avance, être la première à me dire personne n'avait pensé comme ça avant. J'aime bien. Quel serait le rêve ultime? Ah bah non, je suis pas prête de mourir. J'ai bien compris. Mais alors donc, si vous en mettiez... voilà. Moi, je me suis mis en avant-dernier, avant la mort, je me suis mis à aller sur la Lune. Parce que j'ai pas du tout envie d'y aller, mais comme ça, je suis pas prête de mourir. Donc j'en ai plein des rêves. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez avoir plein de rêves, mettez un rêve inaccessible juste avant la mort. Juste avant la mort. Voilà, et puis plein d'autres rêves avant. C'est ça.
Merci infiniment. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup. On met évidemment tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez bien sûr entrer en contact avec Camille et soit être, parce que vous formez aussi avec l'école, et puis l'ensemble des ouvrages et autres coffrets qu'on a proposés aujourd'hui. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Merci et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci.